Un nouveau jour, un nouveau départ pour une nouvelle semaine avec votre émission Grand Jury, à travers laquelle vous suivez les commentaires, les analyses, les expositions de points de vue des confrères journalistes autour des sujets d'actualité. L'émission est à suivre donc à Lomé sur les ondes de radio KMTB 102.7 FM dans la préfecture de Zio, donc à Tchélié, sur les écrans de la télévision Espoir 47 et puis sur le web, le www.ebenradio.com, le www.togovision.com et puis le www.laverte.org, ce qui donc nous amène à dire bien de choses à tous les Togolais de la diaspora qui suivent à partir de cette émission Grand Jury l'actualité de notre cher pays, le Togo. Notre pays dans lequel des individus armés font la loi, parlant donc de l'insécurité. Nous allons en débattre ce matin. Insécurité alimentaire également avec le Tilapia Gate ou encore cette affaire qui est baptisée China Lapia Gate. Nous en parlons avec la sanction ou l'amende annoncée par Urokura Agadazi, ministre de l'Agriculture, à l'endroit des importateurs de cette tilapia avariée, 1 million de francs CFA. Donc se pose donc la question à savoir si les gens étaient prêts à tuer environ 7 millions d'habitants avec ces poissons contaminés ou encore à soudoyer la presse avec 5 millions de francs CFA sans lever la voix sur les autres informations concernant des fonds qui auraient passé dans diverses coulisses. Pourquoi alors, ou quel regard portons-nous sur cette amende de 1 million de francs CFA? Et puis cette affaire profite donc à qui? C'est la grande question qu'on se pose. Voilà, donc nous allons également parler de COP21. Ça s'ouvre le 30 novembre prochain à Paris. Les acteurs seront à ce rendez-vous pour penser au réchauffement climatique et aux mécanismes à adopter pour diminuer l'émission des gaz à effet de serre. 3 sujets donc inscrits au menu de nos échanges ce matin avec nos invités. Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau, et puis Tchakala Aliou, directeur de publication du journal Courrier de la République, qui est dans les kiosques ce matin. Rapidement, parlons donc de ces journaux dans les kiosques avec les articles à la une. Rapidement avec Courrier de la République qui titre Affaire Pascal Bodjona, le président Gamato à l'épreuve de ses engagements. Insécurité à Lomé, grand banditisme ou rituel satanique, s'interroge le journal. L'horreur à son paroxysme, les malfrats attaquent, les populations se vengent. Et c'est avec des photos vraiment qui disent beaucoup de choses sur l'insécurité. Le journal, comme promis la semaine dernière, est revenu également sur l'affaire Mai Basse sur Assoli et titre Daro Salim, Djanjo et Aboubakar, l'infernal trio qui tire la préfecture vers le bas. Nous allons donc en parler tout à l'heure avec le directeur de publication. Togo Réveil de Germain Pouli est également dans les kiosques. Germain Pouli, bonjour à vous et à toute l'équipe de votre rédaction dans les kiosques ce matin. À lire donc à ça une 12e foire internationale de Lomé, le Premier ministre donne le ton de 18 jours d'activité foraine à Togo 2000. Et puis 17e concours d'agrégation du CAMES. Les candidats togolais font bonne figure. Le président Faure Gnassingbé distingué plutôt pour ses actions. Et puis soutenance de thèse Kossi Wanouvo Nyagnon, désormais docteur et lettres en sciences humaines. Et puis participation active de la RDI à la 12e foire internationale de Lomé. La remise de plusieurs prix d'excellence à l'agenda, nous informe le journal de Germain Pouli. Soins de beauté, classe de maquillage, édition 1 prévue le 9 janvier. Également information à lire à la une du journal qui revient après Paris. Port de suspension Bamako et les craintes de Bruxelles. Le terrorisme n'a plus de limite. Et puis le dernier article à lire à la une du journal ce matin. Démarche en vue de la relecture de l'article 497 du nouveau code pénal. Le président de l'Assemblée nationale a reçu les organisations de presse. Un haut magistrat rassure les journalistes qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Voilà donc pour ce qui concerne la une de ces 2 journaux qui nous sont parvenus ce matin, Togo Réveil et puis Courrier de la République. Rapidement avec nos invités, Tchakala Ali, bonjour. Bonjour Frédéric et puis bon début de semaine à toutes et à tous. Et le week-end? Oh, il s'est passé dans nos rédactions, on a bossé, on finissait tard hier, donc... Sans crainte? Oh, bon, on assume,
on sait être prudent et au même moment, on implore aussi la divine providence. Donc, je crois que ça va, on tient le coup. On ne se laisse pas tellement terroriser par ces malfrats. Et on leur tient tête. Voilà, on leur tient tête et grâce à Dieu, ces réseaux seront démantelés, advienne que pourra. Et puis, Acha Ibrahim, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonjour Ibrahim. Bonjour Rodrigue, bonjour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et le week-end il s'est bien passé et on remercie Allah. Sauf que la liberté de circulation est un tout petit peu entravée. Oui, mais depuis que le Premier ministre a rencontré les forces de l'ordre, je pense qu'il y a une patrouille beaucoup plus visible et ça rassure. Et ça fait que, vous savez que Acha est très noctambule, donc je me balade. Sans inquiétude. Sans inquiétude. Et c'est que les forces de l'ordre et de sécurité sont dans les environs. Et quelle lecture faites-vous de la plupart des journaux sortis dans les kiosques ce matin qui parlent d'une guéguerre qui y aurait entre le ministre Yark et le directeur général de la gendarmerie, le colonel Massina Yotroufei? Non, je pense que peut-être que les gens parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Il ne doit pas avoir guéguerre entre le ministre et un directeur de la gendarmerie, puisque les deux sont là pour veiller sur la sécurité des gens. S'ils ont des antagonistes, ça ne regarde que les individus. Cela n'impacte pas sur le travail qui se fait en matière de sécurité sur le territoire. Le ministre donne des instructions, le directeur de la gendarmerie coordonne tout ce qu'il y a comme opération de riposte sur le territoire. Moi, je ne pense pas que si le ministre demande à ce qu'on essaie de rassurer, de sécuriser une zone, le directeur de la gendarmerie va refuser de sécuriser cette zone. Je pense que c'est, en tout cas, à mon avis, des informations qui ne tiennent pas la route. Mais ce que je sais, c'est qu'au niveau de la gendarmerie, nous avons eu la chance d'avoir un monsieur qui maîtrise la sécurité. Ce n'est pas un plaisantin. C'est selon le CV qui nous a été présenté lorsqu'on l'a nommé directeur de la gendarmerie. On nous a dit qu'il a eu un master en sécurité et en management même de la sécurité publique. Donc ce qui voudrait dire que c'est un homme qui s'y connaît et il va déployer tout ce qu'il y a comme dispositif sécuritaire, tout l'arsenal qu'il faut pour pouvoir contrer le banditisme. Vous savez que le banditisme, ce n'est pas l'apanage du Togo seul, c'est dans la sous-région, mais c'est plein. Nous avons des généraux qui sont allés à l'école de guerre au Nigeria, mais ils n'arrivent pas à vaincre le banditisme urbain. Donc je pense qu'au Togo, nous avons au moins cette chance d'avoir des gens beaucoup plus aguerris qui donnent beaucoup plus, en tout cas, de nutriments à leurs éléments pour venir à bout de ce banditisme. Nous avons vu ce qui s'est passé à Fagna. Il y avait un groupe qui terrorisait la population là-bas, mais la gendarmerie a fait un effort avec l'apport des Issugois. Ils ont mis en déroute ces bandits et on a pu arrêter un nombre impressionnant. Ici même à Lomé, nous avons aussi dans les périphéries la gendarmerie qui fait beaucoup de tours et qui ratisse large et arrive à, en tout cas, déjouer le plan de ces bandits. Il y a aussi la police qui fait du bon travail, les éléments de la police aussi qui sont dans la nuit et qui font des patrouilles. Et maintenant, ce ne sont plus des parades avec des voitures, mais on voit que c'est des groupes d'éléments de force de sécurité qui circulent la nuit et qui font un travail de quadrillage des quartiers les plus sensibles en matière de sécurité. Disons que c'est un travail impressionnant qui se fait et que il faudrait plutôt encourager le colonel Yark et le colonel Massina de maintenir le cap et de continuer le travail pour lequel la société les a investis. Et voilà, Tchakala Alilou, je ne sais pas si vous partagez l'avis d'Ibrahim sur la question, mais vous l'avez vraiment illustré à travers des images choquantes ce matin à la une de votre journal. Les opérations de ces malfrats, ces bandits de grand chemin, très armés. Et cette guerre, puisqu'on se souvient également que la paire Atati Chipina en tant que ministre de la Sécurité et puis Yark Dambeyan en tant que directeur de la gendarmerie avait marché avec l'opération Araignée. Aujourd'hui, Yark Dambeyan en tant que ministre, Massina Yotroufei en tant que directeur de la gendarmerie. Comparaison, c'est vrai, c'est pas raison. Non, ceux-là qui s'aventurent sur ce terrain-là s'aventurent sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas. Massina Yotroufei, le directeur de la gendarmerie, le ministre Yark Dambeyan, ne sont pas des coups à ce qu'on sache. C'est des humains, ils peuvent ne pas s'entendre sur certains sujets, mais
ils sont là pour travailler ensemble pour que les résultats se fassent sur le terrain. Donc, je crois que ceux-là qui sont en train de colporter cet état de fait voudraient peut-être déstabiliser un peu les dispositifs qui sont en train d'être renforcés pour que des résultats probants puissent se faire sur ces malfrats qui s'aiment mort et désolation. Donc, dire que la paire Yotrofei et Yark est en train de prendre un peu de l'eau à cause de certains ressentiments, et moi, sans trop maîtriser le sujet, je dirais que c'est tout faux. Le chef de l'État les a mis là-bas pour que des résultats se fassent au regard de ce que nous connaissons, mais ils doivent mettre de côté leurs égos, travailler ensemble et essayer. Il y a un qui est le patron et il y a un autre qui est sous le ministre. Donc les deux sont obligés de coopérer pour que l'insécurité à laquelle nous faisons face puisse être rapidement boutée hors de nos territoires. Bon, moi, je ne trouve pas qu'il y ait de problème parce que depuis que la population a donné le temps, depuis que les premières autorités du pays ont pris la situation sous contrôle, je crois que les résultats sont là. On voit les patrouilles de nuit comme de jour et les malfrats, les bandits, ces réseaux qui terrorisent les populations sont en train d'être repoussés très loin de nos grandes villes. Donc, il n'y a pas de péril en la demeure à ce que je sache. La paire Massina et Yotrofei et le colonel Yark, c'est une paire qui travaille bien, qui fonctionne. Le duo est en parfaite harmonie. Les humeurs, les ressentiments des uns des autres, bon, on n'a pas grand-chose à foutre avec ça. Nous attendons des résultats et ils s'évertuent à nous donner des résultats quant à cette lutte implacable qu'ils mènent contre l'insécurité dans le pays. Voilà, et nous avons la bénédiction d'avoir un Aladi. C'est pas permis tous les jours, mais nous avons El Had Chanyawari Miao qui a fait son entrée. Bonjour, ou dois-je dire salam alaikum? Alaikum salam, Rodrigue, et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. C'est un grand plaisir que je me retrouve sur ce plateau après au moins 2 mois d'absence. Voilà. Et puis la question à vous directement, est-ce que vous comprenez finalement ce qui explique le fait que les populations aient décidé de prendre leurs responsabilités, brûlant vif leurs agresseurs? Oui, je crois que la loi n'autorise pas que les citoyens se fassent eux-mêmes le droit. Mais quand à des périodes données, les choses vont à un degré, les gens sont obligés de s'auto-donner le droit de se faire justice eux-mêmes. Mais je crois que ici, parfois il y a eu des malfrats qu'on a pris. Il y en a que les gens disent, parfois quand vous les rencontrez, on dit qu'on a pris telle personne, on l'a amené à ce niveau, et puis quelques mois après, il est en circulation, il reprend ses activités comme si de rien n'avait été. Et c'est ça qui fait que les gens reviennent à ce que nous vivons aujourd'hui même. Beaucoup plus, j'ai écouté mes confrères par rapport au duo Massina-Yark. Je crois que les époques ne sont pas les mêmes. Il fut des moments où, lorsque Tchitipina était ministre de la Sécurité et que Yark était à la gendarmerie, le Togo a connu aussi de ces barbaries. Ce n'est pas seulement le vol. Il fut des moments où on enlevait les sexes, on enlevait du sang à des citoyens, cela se passait partout sur le territoire. Et ça a pris quelques temps, mais la maîtrise est arrivée. Donc je crois qu'ici aussi, c'est la même situation qui a ressurgi sous d'autres formes. Et on ne peut pas vraiment rapprocher l'insécurité, la limiter seulement à des égos d'individus, de personnes. Le ministre Yark, le colonel Massina, je ne les prends pas deux seulement pour nous donner la sécurité. Je mets aussi le directeur de la police, parce que la police aussi est concernée par la sécurité. Donc, ça fait un trio. Et ce trio doit savoir qu'ils sont là avant tout pour sécuriser les biens et les personnes au Togo et pour sécuriser notre pays. Et donc, je ne crois pas que si des gens ont des égos personnels, ils peuvent transporter ces égos-là et laisser les citoyens périr sous le coup de tout ce que les malfrats causent maintenant dans ce pays. Donc, je crois que les deux, si vraiment il y a antagonisme, parce que moi je ne sais pas si les gens ont des rivalités, ça peut exister, c'est des êtres humains comme tous. Nous aussi, dans notre corporation, on peut avoir des gens avec qui on ne s'entend pas. Mais ce n'était pas obligé que les gens s'entendent forcément. Mais quand l'essentiel vient
au carrefour, il faut que les gens sachent que ceci dépasse nos humeurs personnelles. Donc la sécurité, elle est tout. Parce que quand il n'y a pas la sécurité, je crois que le pays se rétrograde. Personne ne viendra investir. Nous-mêmes, quand nous voulons mener aujourd'hui nos activités, nous sommes au ralenti. Je vous assure que depuis que nous vivons ces faits au Togo, il y a beaucoup, si les économistes nous ressortent, les calculs, vous verrez que le pays a rétrogradé en matière d'affaires. Parce que déjà à 19h, il y a des gens qui font de bonnes affaires, qui finalement sont obligés de fermer, et des gens qui doivent tourner pour faire certaines courses pour que le pays marche financièrement, qui sont obligés de courter la journée pour rentrer parce qu'on ne sait jamais. Donc il faut vivement que nous tous, nous nous joignons à ceux que nous croyons être concernés par la sécurité pour leur permettre, leur donner quand même la voie pour pouvoir nous donner la sécurité, parce que ce n'est pas Yark, ce n'est pas Yotrefei, ce n'est pas Koudovo, mais c'est tout le Togo. Parce que quand quelqu'un meurt à côté, quand vous faites des accointances, vous verrez que ça doit être un cousin à moi, ou alors de ma belle famille. C'est une connaissance. Donc c'est une connaissance, donc c'est une affaire de nous tous et non de ce trio-là. Très bien. Nous allons, avant de retrouver Ibrahim rapidement, comme le courrier de la République est dans les kiosques, retrouver Tchakala, vous avez parlé, vous êtes revenu sur cette affaire Pascal Bodiona et vous interpellez le président Gamato, vous dites qu'il y a les preuves de ses engagements. Oui, justement, nous avons pondu cet article au regard de ce qui s'était passé jeudi dernier dans les couloirs de la justice. Vous savez, il y a peu, au cours de l'installation des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour suprême, Akapovi Gamato, avait eu à prononcer une allocution qui vraiment a fait grand bruit. Ce fut comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Les gens avaient dit, tous admiré le ton. Les gens avaient dit que, tiens, il y a un nouveau jour qui est en train de se lever sur la justice. Et les gens ont cru, au regard même du profil de celui-là qui a lu l'allocution, que non, désormais, les choses ne seront plus comme avant. Donc, il a tenu à rassurer tout le monde que lui, il verra que la citadelle juridique du pays ne soit pas mise en mal. Mais quelques semaines après ce sublimissime discours, on a constaté que la dernière fois, il s'est passé des choses pas très gaies qui sont en train de contrarier les propos du président de la Cour suprême. Et la Cour suprême tire son instance d'une loi organique, nous tous nous savons. Donc c'est la loi, c'est cette loi-là qui donne la force à cette cour-là d'être cette supra-cour-là. Et on ne doit pas badiner avec les articles qui chose. Donc la dernière fois, il paraît que la partie de l'accusation a introduit un mémoire. Et c'est ce mémoire-là qui a fait encore reporter sur la date du 17 décembre. Et l'audience qui devrait se tenir pour statuer sur le cas de l'ancien ministre Pascal Bodiona. Mais il l'a dit clairement à l'article 26 alinéa 3 que non, on ne saurait introduire un fait nouveau sans que la partie défenderesse ne soit mise au courant. Donc, la partie défenderesse s'était trouvée devant une situation de fait accompli. Normalement, si vous permettez rapidement, je donne lecture de l'alinéa 3 de l'article 26 qui dit « Le greffier de la Chambre notifie le mémoire aux autres parties dans les 48 heures de leur dépôt. » Oui, c'est clair et net. C'est ça qui fait même le fondement de notre loi. Donc, il n'appartient pas à certains de battre sans brèche. Malheureusement, la partie défenderesse s'est trouvée le jour de cette audience-là avec ce mémoire qui leur était méconnu entièrement. Normalement, ça devrait être caduc à partir du moment où la partie défenderesse n'a pas été mise au parfum de la chose. Donc, on ne va pas jouer aux jongleurs du droit. Nous-mêmes, nous y connaissons, mais force nous est donnée de nous initier au droit par rapport à certains dossiers brûlants de l'actualité. Donc, nous disons que ce qui ne rentre pas en jeu par rapport à ces dossiers-là, il appartient aux magistrats de prendre cette hauteur. On ne leur a pas demandé de faire ça. C'est par zèle personnel que certains ça donne à cette liberté-là de pourfendre comme il se doit. Cet attentat contre les articles qui fondent même l'existence de la Cour suprême, moi j'estime que ça relève du terrorisme juridique. On ne leur a pas demandé ça, que le droit se dise. Est-ce que certains sont en train de mettre en mal tout ce que le président Gamato a prononcé et qui est en train de rassurer
et nous les Togolais et les opérateurs économiques qui disent ah tiens, nous avons de bonnes raisons désormais d'investir dans le pays au regard de ce discours qui nous rassure. Non, on ne le constate pas. Donc il appartient maintenant au président Gamato, dont l'intégrité est connue de tous, de pouvoir discipliner ceux-là qui iraient contre certains principes cardinaux de la justice et de cette cour, de cette supracour. Donc Budjona s'est ramené sur le 17 vivement aussi. Nous ne sommes pas ses conseils, mais nous disons ce qui peut soigner l'image. Nous ne disons que ce qui peut arranger l'image de notre pays à l'extérieur, parce que ça fait un tout petit peu désordre que certains juges, certains magistrats se donnent certaines libertés au point de quand même malmener l'image du pays vue de l'extérieur. Voilà, Ibrahim, sur cette question par rapport à la justice, c'est vrai que notre justice a été modernisée à coût de plusieurs milliards de francs CFA. Aujourd'hui, est-ce un acquis favorable aux affaires dans notre pays, puisque là, on est en train de constater quand même une application biaisée de la loi? Non, vous savez, la modernisation de la justice a été un chantier que le président Faure a engagé à sa venue au pouvoir dans notre pays depuis 2005. Donc, depuis toujours, vous savez que les justiciables se disaient que la justice togolaise n'est pas une justice juste. Pour moi, et qu'il fallait quand même entreprendre c'est-à-dire que les gens n'avaient pas confiance à tout ce qui se rendait comme décision au niveau de cette justice. Et vous savez que quand on est dans une phase de modernisation, tout le monde ne marche pas au même rythme. Il peut arriver quand même qu'il y ait des poches de résistance, et ces poches de résistance peuvent aussi créer des préjudices à l'ensemble de tout ce que nous voulons comme résultat au niveau de la justice. Mais quand je reviens un peu sur l'affaire Budjona, et vous savez que nous sommes tous des Togolais et aucun Togolais ne tire plaisir de l'emprisonnement de M. Pascal Budjona, et que je me demande quel plaisir cela peut procurer à quelqu'un, surtout que M. Pascal Budjona est un homme politique, c'est un homme que nous avons connu dans ce pays, qui a aussi pris des initiatives pour la bonne marche de cette République. Nous n'allons pas dire que voir Budjona en prison, et ça procurerait un plaisir à quelqu'un. Mais ce que nous allons demander, c'est que dans cette affaire d'escroquerie qui a terni l'image du pays, il faut le reconnaître, parce que c'était dit que des officiels sont livrés à de l'escroquerie. Et vous savez ce que ça donne comme image à notre pays quand on dit que des officiels sont des escrocs. Donc ce que nous allons demander maintenant, c'est qu'il y ait quand même le procès pour situer les Togolais. Parce que dans cette affaire, on ne comprend plus, on ne sait pas si M. Pascal Budjona était vraiment impliqué dans cette affaire d'escroquerie, ou bien c'est Abbas Youssef qui est venu mentir dans le compte de M. Pascal Budjona, ou bien l'affaire a tourné entre les deux opérateurs, Agba Bertin et Abbas Youssef. Vous savez que entre des opérateurs économiques, des gens qui sont partenaires de business, il peut arriver quand même qu'il y ait des dribbles, et quand l'affaire tourne mal, vous comprenez que ça peut rejaillir sur certaines personnes qui forcément peut-être n'étaient pas au départ impliquées, ou bien qui se sont trouvées à un endroit donné, au mauvais endroit comme on le dit, sans que ce soit vraiment véritablement l'idée originelle, l'idée du départ. Donc ce que nous demandons maintenant, c'est qu'il y ait le procès, que l'État togolais, oui, mais l'État... Les principaux acteurs sont en cavale. Ah mais non, on peut les faire revenir. Il suffit seulement que la justice togolaise lance comment on l'appelle, les arsenaux qu'il faut pour pouvoir, l'arsenal juridique qu'il faut pour pouvoir faire. Qu'on a eu autour. Non, vous savez, il y a tradition de sobriété. Non, au-delà de la justice, il y a l'Interpol. Il y a l'Interpol. Non, il y a l'Interpol qui travaille très bien. Ce que vous ne savez pas, l'Interpol travaille bien. Et il y a aussi des mécanismes en matière de sécurité et en matière de justice qu'on peut activer. Si on a besoin de ce beau monde, on peut les faire revenir et qu'il y ait le procès. Puisque eux-mêmes, ils ont intérêt quand même de venir dire leur part de vérité pour que la justice puisse statuer sur cette affaire. Très bien. Aladi, en tout cas, j'ai cité tout à l'heure un des acteurs qui est devenu écrivain. Il a écrit Le Mouton Noir. Et puis, quand vous lisez bien, vous comprenez ce qu'il a l'intention de dire. Il a donné des éléments qui ternissent plus l'image du Togo. Aujourd'hui, quand on prend le droit en soi avec quelqu'un qui part en tant que témoin,
et puis pas un témoin sous serment. Après, on ne sait pas quelle alchimie, il est devenu impliqué et c'est lui seul qui est maintenu en prison actuellement. Si la justice devrait dire le droit, puisque la loi dit clairement que quiconque purge plus de la moitié de la peine maximale pour la liberté. Aujourd'hui, on est à au-delà de la moitié de la peine maximale. Que dire? Oui, Rodrigue, je crois que la semaine dernière, j'avais eu l'occasion de me prononcer sur le problème de Pascal Bodiona sur une chaîne de la place. Et là, j'avais dit que ici-bas, toute chose a un début et une fin. Et j'ai dit également qu'il y a une éminente personnalité du Togo qui disait toujours Sentinelle, la nuit est longue, mais le jour vient. Et je voudrais aussi dire que l'affaire Pascal Bodiona, c'est une affaire qui reste jusqu'à ce jour floue dans la tête de tous les Togolais. Et nous ne sommes pas des hommes de droit. Si nous l'étions, nous aurions pu peut-être comprendre beaucoup de choses. Et par rapport à ça, j'ai dit que c'est l'occasion, puisque tout à l'heure mon confrère Ibrahim a relevé que nous avons dépensé des milliards pour moderniser notre justice, que beaucoup de gens trouvaient vraiment en dessous de leurs attentes. Et je crois que par rapport à ces milliards qu'on a dû mettre pour faire de notre justice une justice moderne, ceux qui sont appelés à nous faire justice doivent prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont prêté serment. Et par rapport à ce serment, ils n'ont pas le droit de torpiller le droit. Moi, je ne sais pas les contours juridiques qui entourent l'affaire Pascal Bodiona. Tout à l'heure, vous avez dit que les grands cerveaux de ce dossier sont hors du territoire togolais. Et que malheureusement, le témoin ou quelqu'un qui s'est trouvé à une époque donnée au mauvais endroit se retrouve aujourd'hui en train de purger pratiquement les peines qu'auraient dû purger ceux-là qui sont en cavale. Mais je dis que les juristes, ceux-là qui sont à notre justice, ils connaissent les vrais contours de leurs droits. Et c'est par rapport à ça que j'ai dit que même si la fois dernière on n'a pas pu trancher sur le dossier, on a dit que c'est le 17 décembre, Pascal Bodiona, ce que nous sachions, est déjà en train pratiquement de faire 1 an, 2 ans, pratiquement en prison. Et donc, ce n'est pas 1 an, il a pu tenir 1 an, et ce n'est pas à peine quelques semaines qu'il ne pourra pas tenir, mais vivement, Ibrahim a relevé un fait qui est très important et que tous les Togolais connaissent. Pascal Bodiona, il est un citoyen togolais connu de tous par rapport à tout le parcours qu'il a eu dans ce pays, par rapport aux idées qu'il a apportées pour la construction de ce pays. Et je ne crois pas que ni toi, Rodrigue, ni Acha, ni Tchakala, ni moi-même, aucun Togolais ne se réjouirait que Pascal Bodiona se retrouve derrière les barreaux. Et je crois que si les gens veulent être corrects, qu'ils disent effectivement le droit, et que tous les Togolais voient à quel degré le monsieur est impliqué pour qu'il soit là, ou qu'il ne soit pas impliqué et qu'on le libère. Ce qui va dans l'intérêt du développement de notre pays. Parce que aujourd'hui, derrière les barreaux, Pascal Bodiona peut venir et puis participer à la vie de la nation. Faire à ce que le Togo vive. Parce que c'est un citoyen. N'importe lequel de nos concitoyens, qu'il soit à Londres, qu'il soit partout, en réalité est appelé à faire à ce que la nation marche. Donc, pour moi, c'est un fait. Je sais qu'il y aura une fin à ce fait. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que ici-bas, il y a un début et une fin pour toute chose. Vous verrez que peut-être après décembre, nous nous retrouverons pour dire ah ben le procès a été équitable, il a été juste, soit nous avons vu les vraies raisons pour lesquelles Pascal Bodiona serait libéré, ou nous avons vu les vraies raisons pour lesquelles il serait encore maintenu en prison, et que cela permettra d'assurer les populations. Parce que là, il y a du flou que nous ne comprenons pas, qu'il faut que les hommes de la justice nous éclairent. Voilà, que les hommes de la justice nous éclairent. Et puis, dans la plupart des pays, leur force découle de l'application réelle des lois de la République. Et tout à l'heure, on a fait cas de la violation, la dernière fois, de cet article qui voudrait quand même qu'on signifie à la défense, que la défense signifie donc aux avocats de l'inculpé que des dossiers, d'autres éléments nouveaux ont été apportés. Tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, justice à double vitesse, doit-on dire? Non, mais je crois que même si c'est une justice à double vitesse, on se doit de réparer ça parce que nous avons quand même des compétences pour cela.
Et depuis que ces milliards ont été mis à contribution pour la modernisation de la justice, nous avons vu que des bons ont été faits, mais il y a toujours des poches de résistance, comme l'a dit mes confrères tantôt. Mais il va falloir quand même qu'on arrive à bout de ces résistants-là qui rament à contre-courant de ce que les premières autorités veulent donner comme impulsion à notre justice. La dernière fois, Afrobaromètre avait fait un rapport qui parlait d'une crise de confiance entre la population et la police qui est de l'ordre de 79%. Aujourd'hui, si on doit aussi faire le même sondage par rapport à la justice, je crois que 79%, ça serait bien beau, mais je crois que la justice serait presque à 100% parce que ce divorce-là, il est patent entre la justice, ceux qui rendent la justice et les justiciables. Donc, c'est par anticipation. C'est pour redorer le blason que le président de la Cour suprême, au cours de cette installation des membres du Conseil supérieur de la magistrature, avait fait une allocution qui rassure désormais que rien ne serait plus comme avant, que la marionnette désormais prendrait que les juges, les magistrats diront rien que le droit. Ils ne feront pas les choses dans la dentelle pour les beaux yeux de quelqu'un ou bien dire le droit par faveur. Mais ils diront le droit par rapport à tout ce qu'ils ont appris dans les grandes écoles. Donc, c'est cet avènement que nous attendons. Mais malheureusement, quelques semaines après ce discours-là qui a fait applaudir tant de personnages, nous nous retrouvons quand même confrontés à une situation par rapport au cas et à cette sodomisation de l'article 26 à son alinéa 3 qui voudrait quand même qu'on tienne informé la partie défenderesse 48 heures qu'un nouveau dossier s'est versé dans le dossier et qu'on mette ce dossier-là à leur connaissance. Mais tel n'a pas été le cas. Je crois que le président Gamato, qui vraiment veut ramer et comme il se doit, comme le chef de l'État lui a demandé, parce que le chef de l'État, c'est le premier magistrat de la République. Donc, c'est sur instruction que M. Gamato a lu ce discours-là, a tenu ces propos-là. Donc, il se doit aussi de recadrer ces gens-là qui voudraient quand même faire glisser des grains de sable dans la mécanique qui est en train d'être mise en branle. Voilà. Doit-on applaudir? C'est la question qu'on se pose. Aladi veut ajouter quelque chose? Non, bon, je voudrais ajouter pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de bon avocat, il n'y a pas de meilleur juge, parce que le droit, je crois qu'il se dit sur un socle. Et le socle du droit, c'est les articles, c'est la procédure, c'est ce qui se fait. Et donc, par rapport à ça, je ne trouve pas que ce soit difficile que lors d'un procès, les gens essayent de s'entendre sur ce qui est écrit. Parce que le droit, c'est quoi? Nous n'avons pas la chance, nous tous, d'étudier le droit, mais il y a le code civil. Il y a le code pénal, il y a les dalos, il y a tout. Et il y a la jurisprudence par rapport aux faits qui étaient passés antérieurement. Si les juges doivent faire leur boulot, si les avocats doivent faire leur travail, c'est qu'ils doivent recourir à toute cette Bible juridique-là qui est déjà conçue. Et article par article, alinéa par alinéa, ils vont essayer de trancher. Et je crois que lorsqu'on dit qu'une justice est moderne, c'est parce que les juges là se réfèrent à leur Bible. Ils changent de mentalité. Ils changent de mentalité, ils ne veulent pas contourner ce que dit la Bible. Parce qu'on ne peut pas avoir les articles qui sont là, bien conçus, et aller se forger un droit dans l'air. Le droit n'a jamais existé dans l'air. Même les avocats, quand tout le temps les gens disent que ce maître tel, il est puissant, non. Il a trouvé un dossier qui s'assimile aisément avec la Bible juridique qui est le code. C'est-à-dire qu'il y a un fait et le fait se rapporte facilement. C'est facile aussi pour l'avocat de se référer à ces articles-là pour dire selon tel article, je vais, et quand ça se concorde, on dit que l'avocat est puissant. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. C'est que le droit, c'est une science, si vous voulez. Oui, voilà, c'est une science. En réalité exacte, tout ce que les gens disent que tel avocat, c'est comme s'il y a des avocats qui sortent des articles dans l'air et qui l'imposent aux autres. Non, c'est une science et c'est pourquoi c'est facile. Non, là, on est en train de parler de l'application réelle. Voilà ce que je voulais dire. La lecture. Je voulais dire que les gens fassent un effort pour appliquer le droit tel que cela. Rien que le droit. Et quand ce serait comme ça, vous verrez que le 17, nous tous, si vraiment il y a procès, nous tous, nous verrons clair. Les articles appliqués, si tu n'es pas d'accord, tu peux aller lire. Si vraiment il y a à impliquer quelqu'un,
ou si vraiment il y a à libérer, tout le monde verra ça. Et c'est ce que le peuple togolais attend. Ouais. Que les articles concordent avec les faits dans toutes les situations qui sont inventions. En tout cas, nous allons évoluer puisque nous restons toujours dans le sillage de la police, de la gendarmerie et puis de la justice pour parler du Tilapia Gate, Ibrahim, ou encore China Lapia Gate comme on l'a baptisé. L'affaire a évolué depuis hier. On a suivi le ministre Ourokoura Agadazi sur le plateau de la semaine sur la télévision nationale, où il a pris une grande décision salutaire en infligeant une amende d'1 million de francs CFA aux importateurs de cette tilapia avariée, des gens qui ont voulu entamer la vie de plus de pratiquement 7 millions d'habitants, des gens qui ont pu bien trouver de consacrer 5 millions pour soudoyer les confrères. Alors, 1 million de francs CFA. La première question, Ibrahim, comment analysez-vous cette amende? Non, bon, a priori, il y a eu amende. Et il faut saluer quand même. 1 million de francs CFA. Oui, il faut saluer au moins la décision du ministre Agadazi, parce que autour de ce Tilapia Gate, si on vous montre certaines autorités, il faut avoir le courage de le dire, qui ont joué le mauvais rôle dans ce feuilleton. Et vous direz que vous comprendrez que M. Agadazi, à un moment donné, a revu un peu ses épaulettes pour dire que je dois prendre vraiment cette décision, sinon ce n'était pas aisé quand on sait que c'est des réseaux puissants, c'est des gens un homme politique qualifié de vampires, et nous avons commencé par voir les vampires de notre pays, parce que les visages commencent par se dessiner, on voit clairement ceux qui sont là pour vraiment foutre le bordel dans notre pays et décimer la population togolaise. Ce ne sont pas des gens de bon cœur, c'est des gens de très mauvaises. Donc, il faut les amender. L'amendement, oui, c'est pourquoi il te dit que la décision, elle est bien prise. Et je salue la décision de M. Agadazi. Au-delà même de l'amendement, vous savez que le fait même d'incinérer la cargaison, c'est beaucoup de pertes pour l'opérateur. Vous comprenez, parce qu'il ne sera pas remboursé. Donc, c'est déjà très grand même l'incinération. Mais ce que nous, on aurait voulu, c'est que la ligne, tous ceux qui ont évolué sur la chaîne soient inquiétés. Il ne s'agit pas de dire 1 million. Un gourou, quelqu'un qui se trouve dans la chaîne peut sortir ça de sa poche. C'est comme un petit billet qu'il est en train de donner. 1 million, c'est rien par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme affaire autour de ce tilapia. Si on nous dit qu'il y a des cargaisons qui sont dans la nature, vous comprenez que l'équivalent de cette cargaison, ce n'est pas 1 million. Donc, il faut saluer quand même la décision d'Agadazi et demander maintenant de la part de la justice de prendre ses responsabilités. Maintenant, il revient au procureur de se saisir de ce problème et de voir dans quelle mesure tous ceux qui ont évolué sur la chaîne, tous ceux qui ont importé ces poissons de la mort ou bien ces poisons-là dans notre pays, et comment on devrait aussi les traiter. Il faudrait voir ça. Un journal les a baptisés poisson avant de retrouver Aladi. Tchakala, dites-nous 1 million pour des gens qui ont consacré 5 millions juste pour la corruption, sans parler des dessous qui auraient volatilisé par endroits. Et puis Ibrahim l'a souligné tout à l'heure, il y a des cargaisons qui sont déjà dans la nature, probablement dans les WC, pas encore dans les, parce que ces poissons auraient déjà traversé les marmites. Alors aujourd'hui, face à la gravité de cet acte, 1 million d'amendes, comment vous l'analysez? Non, mais je tiens à rendre un vivant hommage au ministre de l'Agriculture, Ourokoura Agadazi, qui a été ferme, qui a été plus que droit. Il nous a fait chaud au cœur parce que tout le bien qu'on pensait de lui nous a encore réaffirmé cela. Parce que ce n'était pas du tout évident qu'il arrive à s'en sortir. Et dans tout cet étau-là qui l'étranglait, mais il a tenu bon. On est arrivé à incinérer ces poissons de la mort. Une partie. Bon, ces poissons de la mort. Les informations font part de ce que une importante quantité serait dans la nature. Bon, on va encore approfondir nos investigations. Nous étions émus quand il y a eu ces attentats de Paris, et nous l'avions été encore plus quand le Mali voisin, un pays proche de nous, a été aussi frappé par ces mains assassines. Mais j'ai cru qu'on s'est ému trop peu par rapport à ces poissons
qui devraient causer, qui devraient décimer une bonne partie de la population aussi, on les avait écoulés sur le marché. Donc ça veut dire que c'est un acte de terrorisme alimentaire. Il faudrait que nous soyons fermes là-dessus. Et quand on voit un peu terrorisme alimentaire, quand on voit les gens qui ont gravité tout autour de ces choses-là, ce ne sont pas des patrons, c'est des gens qui sont prêts à donner la mort au nom de leurs petits intérêts. Le ministre a fait sa part de choses, mais moi je me dis que 1 million comme amende, c'est complètement dérisoire. C'est en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Si des gens, pour masquer ou bien pour créer cette diversion-là, pour que le débat se centralise sur les confrères indélicats et laisser tranquille leurs poissons, c'est ce qu'ils ont fait. Sinon, s'ils ne l'avaient pas fait, sûrement que ça ne serait pas ainsi. Donc, les 5 millions qu'ils devraient encaisser servaient à divertir les gens. Attaquez-vous à ces confrères-là qui ont voulu nous soutirer de l'argent et laissez-nous tranquilles avec notre cargaison, notre funeste cargaison. Même malheureusement, leur petit jeu s'est retourné contre eux. Moi, je demande que le procureur de la République qui, ma foi, restait de marbre dans ce dossier, qu'il se saisisse de ce dossier-là et que toute la lumière se fasse autour. Et que tous ceux-là qui ont eu à jouer un rôle dans l'importation, dans le fait que ça quitte le port pour se retrouver dans une chambre frigorifique quelque part à Casablanca, qu'on fasse le point et que les Togolais sachent qui sont ceux-là, quels sont leurs vrais profils, si ces gens-là leur veulent du bien ou pas. Mais au-delà de ça, il y a un fait qui fait un peu désordre que certains n'ont pas encore conçu. C'est cette implication dans des sombres affaires de certains de nos élus, les députés. Entre-temps, c'est l'ARMP qui avait sorti une décision condamnant un député pour faux usage de faux. Et c'est le député Nathalie Arizma. Est-ce qu'on l'a entendu? Quelle sanction il a eu? Personne ne sait. Personne ne sait. Mais aujourd'hui, il a été sanctionné, Nathalie Arizma, qui a fait le faux dans le BTP. Maintenant, c'est un autre député, à la personne de Donny Gagoul, qui est impliqué à un haut niveau dans cette importation de tilapia contaminée. Maintenant, est-ce qu'on va se taire comme cela que des gens qui sont censés préserver l'intégrité sanitaire de la population, ça donne à une telle délinquance? Là, il faut que toute la lumière, 1 million d'amendes, ça, n'importe qui peut sortir ça. C'est l'argent qu'ils utilisent pour leur petit déjeuner, ces gens-là. Donc, il faudrait les sanctionner avec force et rigueur pour enlever toute intention à certains qui voudraient se livrer aussi. Que les confrères ont été sanctionnés pour 6 mois. Et pour 6 mois et les sanctionner pour 1 million, j'estime que on pouvait faire mieux et frapper plus fort que ça au regard de ce qu'ils ont voulu. Sur 1 million, la vie de tous les Togolais qui devraient en pâtir. Vous voyez un peu que la balance est complètement déséquilibrée. Il faut que le ministre Agadazi revoie ça et si possible même leur retirer les autorisations d'importation pour une période aussi longue que nous voudrions. Donc je crois que ça vaut la peine d'être pris comme cela. Très bien. Elle a dit, voilà, on en est là. Aujourd'hui, la question se pose, est-ce que les Togolais sont totalement à l'abri de ces tilapia contaminés? Non, je voudrais dire ici que sur la personne du ministre Agadazi, c'est quelqu'un que je connais un peu bien pour sa rigueur et sa fermeté quand il sait qu'il défend une bonne cause. Vous savez, le ministre Agadazi est passé directeur national de la police dans ce pays. Vous savez qu'il n'a pas fait plus de 2 semaines. Les raisons, elles sont là, on ne va pas les évoquer ici. DG de l'ANSAT face à ses supérieurs, on a connu comment le monsieur était tenace quand il sait qu'il y a des débris qui vont ternir l'image du Togo ou qui vont reculer le pays. Donc c'est un monsieur très intègre et ferme. Sur ce point, nous sommes d'accord et il vient de le démontrer. Mais l'amende de 1 million dont nous parlons, je crois que dans ce pays, il y a une pagaille, une sorte de pagaille qui se joue au plus haut niveau parce que je crois que si c'était en France, qu'on a pris des citoyens français en train de vouloir déverser des aliments toxiques sur le territoire français, je crois qu'il doit y avoir une loi pour ça. Il doit y avoir un autre traitement et que peut-être si la cargaison était déversée en France, qu'elle a tué 4 ou 5 personnes, le Togo allait compatir.
à la douleur du peuple français, le Togo allait se joindre à d'autres pays pour crier au la mer. Maintenant, 1 million pour des corrupteurs, des gens qui ont tenté de corrompre à 5 millions. Pour vendre la mort. Pour vendre la mort à tout un peuple. 1 million pour un député de la République, comme Tchakala l'a souligné, qui veut chercher la mort à ses électeurs. 1 million pour des gens qui, sans pitié, qui, sans aucune retenue, ont eu le courage. Lorsqu'on était en train de brûler la cargaison, j'ai été vraiment ému de voir que certains confrères ont osé tendre des micros à ces bandits-là. Vous m'excusez l'expression parce que ce n'est pas tout le temps que nous employons des mots insolents à l'endroit de nos concitoyens. C'est les sentiments. Mais c'est les sentiments. Moi, je crois que Agadazi a fait. Mais, exactement comme mes prédécesseurs l'ont dit, il faut aller loin dans cette affaire-là. Dans le port, il y a la marine marchande. Qu'est-ce que la marine marchande fout par rapport à toutes ces cargaisons qu'on vient déverser? Souvenez-vous, il y a 8 mois, le chef de l'État même est sorti pour se plaindre du fait qu'il y a des navires qui battent pavillon togolais et qui sèment le bordel et qu'on utilise pour faire de n'importe quoi au plan mondial sur le point que le Togo soit interpellé. Le chef de l'État a dit ça, la marine marchande est là. Les gens qui l'animent sont encore là. Rien n'a été fait en ce sens. Et voilà les conséquences. Demain, on va faire entrer les armes ici. Les gens vont crier qu'il y a les terroristes, qu'il y a les Boko Haram, parce que les gens ne veulent rien foutre là où on les a laissés. Au port, il y a un service sanitaire qui s'occupe de tout ce qui est arrivé au port comme aliment que les Togolais doivent utiliser. Qu'est-ce qu'ils foutent? S'ils faisaient leur travail, je ne crois pas que les cargaisons devaient même atterrir jusqu'à aller dans les magasins. Je crois que Agadazi a fait son travail, mais il faut que les gens s'approprient ce combat-là, au lieu d'aller s'inviter là où il n'y a pas de matière à débattre. Rappelez-vous que samedi, les gens ont marché. Les gens ont marché dans des villes parce qu'il y a eu mort d'Oma Mango suite à des incompréhensions entre les populations et le gouvernement. Parce que les gens n'ont pas su manager et qu'il y a eu, malheureusement, ce que nous regrettons tous ici. Pour ça, les gens veulent récupérer ça politiquement. Et quand on dit qu'on veut donner la mort à toute une nation, on ne sent pas ces gens-là. Je croyais que les gens allaient plutôt marcher pour les tilapiens parce que ceux qui sont morts en Mango, ils sont partis, bien entendu. C'est des citoyens togolais que nous plaignons, malheureusement. Mais les tilapiens là allaient donner la mort à plus de la moitié de la population. Et là, les gens trouvent que c'est un peu banal. On vient demander 1 million, mais le 1 million là, vous le demandez, le matin, à 1 heure après, ils vous payent ça. Ils reprennent leur activité. Moi, je crois qu'il faut, si nos confrères, la RAC a sanctionné nos confrères pour 6 mois, le thème a sanctionné nos confrères pour 6 mois, je crois qu'il faut qu'en même temps, ceux qui demandent que les gens versent 1 million aillent loin pour arrêter les activités de ces bandits-là, pour au moins 1 an, pour qu'on essaie de voir clairement ce qu'ils font. Parce que qui vous dit que c'est la première cargaison dangereuse qu'on a déversée? Nos parents qui meurent, insuffisance rénale, crise cardiaque. Aujourd'hui, vous êtes là, les gens sont dans la douche, on dit quelqu'un est tombé, hypertension. Est-ce que vous savez ce qui amène ça? Accident cardiaque. Donc, je crois que c'est un fait plus dangereux que tout ce que nous vivons, qu'il faut qu'on s'en saisisse pour essayer de donner le bon exemple, parce qu'il n'y a pas que seulement les tirapias qu'on déverse au Togo. Il y a du riz, il y a du sel, il y a beaucoup de choses qu'on nous amène au Togo. Il faut que les gens essayent d'être sérieux, parce que la sécurité que nous avons plaint tout à l'heure, elle est générale. Elle va au côté sanitaire, le terrorisme alimentaire, tel que Tchakala l'a dit. Peut-être c'est une autre forme de terrorisme que les gens ont trouvé et que c'est le Togo qui veut l'expérimenter. Donc vivement que les gens essayent de revoir à fond cette affaire-là pour sanctionner ceux-là qui se sont impliqués. Très bien, on vous a assez compris, le temps est un peu contre nous, mais Ibrahim, il y a une dernière question que j'aimerais poser, ça fait plusieurs semaines. Ailleurs, sous d'autres cieux, on demande déjà s'il y a d'éventuelles personnes qui ont consommé dans une période donnée cette tilapia avariée là, pour pouvoir faire des analyses, des tests sur leur état de santé, voir quel genre de répercussions il peut et assurer la prise en charge. Aujourd'hui, le débat se concentre autour de la sanction des confrères, autour de l'amende
de cette société-là ou ces importateurs, également autour de ce que les gens ont appelé théâtre d'incinération, parce que c'est seulement une partie, selon les informations, qui aurait été incinérée. Aujourd'hui, qu'en est-il d'éventuels consommateurs qui auraient déjà digéré cette tilapia à l'avenir? Non, mais quand vous demandez aux spécialistes les effets sur la santé de la consommation de cette tilapia, on vous dira que c'est très dangereux parce que ça peut amener la mort. C'est d'ailleurs la raison évoquée par le ministère de l'Agriculture. Donc, pour le moment, puisque ce n'est pas encore établi, puisque tout ce que nous disons, c'est des informations, des rumeurs qui nous parviennent, ce n'est pas encore établi. Mais qui ont des fondements, parce que la preuve, il y a quand même... Bien évidemment, mais ce qu'on on ne peut pas, à mon avis, prouver ou bien voir la traçabilité de ces cargaisons sur le marché. Ce qui est sûr est que vous savez que ceux qui vendent, ceux qui se livrent à ces contrebandes ou bien à ces commerces entre griffes illicites ont beaucoup de tours dans leur sac. On peut changer d'emballage, on peut changer de carton, on peut même faire des choses de date, pourquoi pas aller dissimuler le produit dedans et aller écouler ça sur le marché. Donc il serait un peu difficile de suivre ceux qui ont consommé ce tilapia. Donc, mais ce qu'il faut d'ores et déjà dire, c'est que nos médecins aussi commencent par se prononcer sur, en tout cas, ce tilapia, ce que cela peut causer, ce que cela peut entraîner comme maladie, sur éventuellement les symptômes de ces maladies. Là, s'il y a quand même des choses qui commencent par déclencher des choses comme ça là, qu'on sache en même temps que peut-être cela peut être dû à ceci, qu'on n'attende pas qu'il y ait une épidémie avant qu'on ne commence par chercher loin ce qui a pu engendrer cela. Je voulais aussi revenir sur un aspect. M. Aladi était beaucoup plus tendre lorsqu'il voulait évoquer ces marchands de la mort. Il disait que c'est des bandits. Non, mais moi je dirais qu'il y a plus. Le fait d'avoir donné le chèque sans provision, c'est du banditisme, c'est des bandits. Le fait d'avoir, c'est des délinquants. Le fait d'avoir amené même des poissons avariés, c'est des criminels. Il faut le dire. C'est des criminels. Et donc, je pense qu'on n'y a pas, on ne doit pas être tendre. Ouais, non, c'est des criminels. Ils ont voulu tuer, c'est tout. Ils ont voulu tuer, c'est tout. Ne regardons même pas le côté pécuniaire de la chose, dire qu'ils voulaient faire de l'argent. Ils ont voulu tuer parce qu'ils savaient pertinemment que c'était des produits avariés. C'est ça. Et maintenant, il faut revenir maintenant demander aux autorités togolaises que la lutte contre la corruption, là, que ça cesse d'être dans les discours. Nous voulons les actes. Les autorités sont versées dans l'affairisme. C'est des gens qui sont sans pitié pour leur population. Il faudrait les décourager. Il faut les décourager. C'est des gens qui sont sans pitié. Ils veulent amasser des fortunes. On ne sait même pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent en faire avec. Donc il faudrait quand même que le chef de l'État commence par faire usage du bâton, comme certains le disent. Lorsque vous suivez un peu les politologues, on vous dit que la gestion du pouvoir, ça se fait en faisant un équilibre entre les carottes et le bâton. Quand vous faites usage seulement de la carotte, la situation va pourrir et vous-même, à un moment donné, vous serez débordé et tout sera hors contrôle. Tout peut vous échapper. Donc, il faudrait quand même que nos autorités togolaises, surtout M. Faure Gnassingbé, qu'il montre qu'il est un président du 21e siècle, c'est-à-dire un président qui maîtrise tous les dossiers de sa République et que ce n'est pas quelqu'un qu'on doit venir berner. Il a tous les instruments pour avoir les informations. Et l'État lui a consacré tout. Il faudrait quand même qu'il se montre beaucoup plus, en tout cas vigoureux par rapport à toutes ces personnes, tous ces gens-là qui viendront mettre du grain dans la mécanique qu'il a installée dans notre pays pour la bonne marche de notre pays. Nous parlons de l'émergence à l'horizon 2030. On ne va pas attendre 2029 avant de commencer par mettre les actes, par poser des actes. C'est dès maintenant. Il faudrait que les autorités comprennent cela et pour que le Togo évolue. Très bien. Une dernière intervention. Tchakala veut ajouter quelque chose par rapport à... Oui, en France, ce produit-là qui devrait lutter contre la tension médiateur ou bien quelque chose là, qui a fait tabac. Vous voyez un peu comment la justice française a traîné un vieillard de 90 ans parce que là-bas on ne badine pas avec la santé. Donc, je crois que nous sommes en train de donner le ton comme ça, 1 million de sanctions par là, cargaison incinérée par là. Moi, j'estime que c'est trop peu au regard de ce que ces gens-là ont voulu créer comme situation désagréable dans le pays. Il faut sévir avec rigueur, avec la manière des gens comme ça, qu'on leur interdise de toute activité. Et si possible même, le député qui siège actuellement
qu'on aime son humilité, qu'il réponde de ses actes. C'est comme ça la fermeté. Les pays que nous admirons tant, parce qu'on dit que l'île Maurice, Singapour et tout ça, c'est comme ça. C'est en sévissant que certains rentreront dans leur coquille et que l'émergence à laquelle nous aspirons en 2030, même si déjà dès alors on pose les barres par rapport à cette fermeté, ça ne serait plus 2030, mais nous y parviendrons même à 2020-2025. Donc, le chef de l'État a tous les arsenaux qu'il en use pour discipliner la galerie. Voilà, discipliner la galerie, c'est sur ce que nous allons mettre fin à nos échanges ce matin autour du plateau de votre émission Grand Jury. Merci donc à nos invités. Ils étaient donc trois: Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau; Tchakala Alirou, directeur de publication du journal Courrier de la République, qui est dans les kiosques ce matin au prix de 250 francs CFA, tout comme Togo Réveil de Germain Pouli. Également, nouvelle opinion de El Hadj Tchanyao Arimiao, qui nous a fait l'honneur ce matin. Merci donc à vous, messieurs, pour la disponibilité. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci également aux équipes techniques des médias partenaires. Retenez que dans cette vie, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Si vous faites le mal, c'est pour vous également que vous le faites. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bonne suite de programme. Au revoir.